Bonjour à tous, c'est Chenouillette de Ludovox, je suis à Essen 2017 et me voilà sur le stand de BlackRock avec Jean-Louis Roubera. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Et Vincent Bidot. Bonjour à tous. Donc ce sont les auteurs de Feelings, donc, que vous voyez ici. Feelings, donc ça c'est la version anglaise et en internationale. Et donc la version française que vous connaissez, c'est Feelings. Donc on voulait revenir un petit peu sur tout l'historique de ce jeu parce qu'il a quand même une histoire assez extraordinaire. À la base, c'était plutôt un support de travail, on peut dire ça? Oui, tout à fait. Ouais. C'est né comment exactement le tout départ du projet? J'interroge qui? C'est moi. Donc le projet est né d'une formation où les gens voulaient travailler sur le vivre ensemble et améliorer le climat entre les adolescents. Et donc au lieu de travailler sur la reprise des actes, on a plutôt travaillé sur le décalage de l'acte et travailler sur les émotions. Ça c'était pour situer un petit peu ceux qui nous regardent. Toi tu travailles dans un centre pédopsychiatrique, c'est ça? À l'origine, maintenant non, mais à l'époque oui. C'était pour travailler avec les adolescents que tu avais fait le projet? Voilà, c'était dans le cadre de formation des psychologues, des éducateurs qui avaient du mal avec certaines situations. Et donc on a créé un outil, voilà, avec Jean-Louis, voilà. Cet outil, il était censé servir à quoi exactement? Alors, l'idée c'est que quand on reprend un adolescent, il y a forcément l'idée que ce qu'on appelle l'intersubjectif, c'est-à-dire que l'adulte va lui imposer quelque chose. Et donc ce qu'on voulait, c'était que l'adolescent ne se sente pas menacé. Donc on a proposé une fonction de médiation avec un objet qui permet de décaler. Donc partir des émotions, puisque vos émotions, je ne peux pas vous dire que vous avez tort sur vos émotions et vous ne pouvez pas dire que j'ai tort. Mais si je veux communiquer avec vous, je peux entendre vos émotions. Donc si j'entends votre émotion, j'entends votre parole et ainsi on libère la parole. Et au niveau des adolescents, la difficulté, c'est qu'ils avaient beaucoup de difficultés à exprimer leurs émotions et du coup ça se présentait par des passages à l'acte, c'est un petit peu ça. Donc voilà. Donc ce support était censé favoriser l'expression de leur ressenti interne. Voilà. C'est un jeu qui travaille beaucoup sur l'expression et l'empathie aussi. Il y a ce niveau-là aussi de compréhension des émotions des autres. Oui, parce que l'empathie, c'est ce qui fait l'humanité. C'est-à-dire que je prends en compte ce que désire l'autre, ce que pense l'autre, voilà, en me décentrant de ma personne. Du coup, vous avez édité un premier jeu, une première version? Oui, on a édité alors un premier prototype, mais alors c'était lié pour lutter contre toute forme de discrimination. En gros, c'était la mairie de Poitiers qui faisait un appel à projet. Et nous, on a créé un projet il y a eu 50 boîtes pour des associations adultes qui travaillaient pour lutter contre toute forme de discrimination, que ce soit d'orientation sexuelle, d'idées politiques, d'égalité homme-femme, voilà. Enfin, bon, il y a environ une vingtaine de thématiques de discrimination en fait, qu'on a déclinées sur des situations qui permettaient de parler de toutes ces discriminations, toutes ces formes-là. Voilà. Ça, c'était dans les cartes du jeu, du coup, qu'on changeait les... C'était vraiment une version spécifique pour ce thème-là. Ouais. C'était des croquis. C'était des croquis qu'avait fait Franck. Et on avait demandé à un copain qui nous avait fait le maquettage, puisqu'on n'avait jamais fait de maquettage. Et on avait un petit croquis de jeu. Voilà. Et ces versions-là, elles ont tourné combien de temps? Alors, elles ont tourné quelques mois, mais elles ont très vite été adaptées à l'éducation nationale, puisque nous, on voulait vivre une expérience avec des élèves de collège et lycée. Donc, tous les mardis après-midi, on allait dans les collèges et des lycées de la Vienne. Et donc, on a fait sur plusieurs séances avec des groupes d'ados. Et très vite, la parole se libérait, les profs venaient, donc ça a eu un engouement. Et en parallèle, il y avait un médecin qui travaillait sur le harcèlement et qui faisait sa thèse pour lutter contre toute forme de harcèlement. Et donc, on lui a créé un jeu et elle a validé sa thèse en montrant qu'un jeu comme ça diminuait le vécu de harcèlement. Voilà. J'imagine que vous devez avoir plein d'histoires, d'anecdotes qui a dû se vivre dans les classes, des choses extraordinaires. Oui, sur quel que soit, je pense, première situation qui marque, c'était pas dans une classe, c'était dans un groupe d'adolescents. Ouais, il y a eu le club feeling, mais tu vois, je pensais au moment où il y avait le mariage pour tous, où il y avait des débats très virulents, et il y avait votre fils vous annonce son homosexualité. Donc dans Feeling, donc on jouait alors que la majorité des adolescents étaient confiants. Et puis il y avait un adolescent qui met moi j'ai peur. Alors, les autres disent ouais t'es homophobe et compagnie. Il dit pas du tout. Il dit moi j'ai peur parce que plus tard si j'ai des enfants, si mon fils est homosexuel, est-ce que j'aurai la chance d'avoir des petits enfants? Et les autres ils disent on n'a pas pensé à ça. Et puis il y en a un autre qui dit moi aussi j'ai peur pour la même chose. Il dit non, parce que j'ai peur parce que mon fils sera bien intégré dans notre société. Et donc c'est cette richesse là qui me plaisait. Ça permet de libérer aussi la parole sur tout un tas de débats, du coup, d'actualité. Oui, et puis ce qui fait qu'on ne juge plus l'autre parce qu'on argumente.
C'est-à-dire je pensais à un événement qui avait été très dramatique, qui était les attentats de Charlie Hebdo. Moi je suis intervenu dans des établissements après et on était parti de que Charlie Hebdo, 12 morts, virgule, la France descend dans la rue. Et après on jouait avec ça alors que c'était très compliqué quand même pour... moi c'était le vendredi, hein, si je me rappelle, après Charlie on avait joué. Et il y avait donc des ados qui avaient peur parce que ça arrivait à Poitiers. Il y en a qui étaient fiers parce que la France était mobilisée. On soutenait ce qui s'était passé dans le soutien par rapport aux victimes. Hein, voilà. Et il y en avait d'autres qui étaient en colère. Et, pourquoi tu es en colère? Moi je suis en colère parce que ces gens-là ils stigmatisent ma religion et ma religion elle n'a rien à voir avec les deux personnes qui ont commis les attentats. C'était ce côté-là. Ça, c'était avec des enfants de quel âge? C'était des lycéens. Pour Charlie Hebdo, c'était avec des lycéens. Moi, j'étais intervenu. À peu près. Oui, entre 15 et 18 ans. Et après, donc, il y a eu toute cette période-là dans les classes. Et après, qu'est-ce qui s'est passé avec le jeu? Eh ben, après, on savait que donc, ça intéressait les boutiques. Alors, ça intéressait des personnes. Par contre, le monde du jeu avait un peu peur de travailler un jeu sur les émotions. C'était un marché de niche. Donc, sauf que l'Éducation nationale, on avait été invité par des recteurs et qui nous disent faut y aller, il faut se lancer. Donc, on a dû se lancer, mais alors sans plan financier, sans plan de com, sans rien comprendre. Parce que moi, j'ai dû créer une autre entreprise et je n'y connais rien du tout. Mais juste, voilà, on est parti avec de la bonne volonté. Alors, des soutiens, je pense à Régis de Libellude qui nous a prêté son infographiste une journée. Donc, c'était énorme. Il nous a dit telle personne peut t'aider à faire le montage. Donc, c'était Ghislain qui a fait le montage. Donc, il y a eu toute une bande de copains qui est partie, mais alors sans rien connaître. Et donc le jeu est sorti, puis on s'est retrouvé, mince, il y a 3000 boîtes dans une maison, qu'est-ce qu'on fait derrière? Financé, évidemment, voilà, donc avec pas de financement public, pas de financement privé non plus. Donc, Vous pouvez acheter le jeu sur le site internet à ce moment-là? On avait juste créé un site internet, mais rien du tout. Donc il y a eu quelques boutiques qui se sont intéressées au jeu naturellement. Donc les boutiques se reconnaîtront parce que nous on les a pas oubliés. Notamment il y a une boutique, la première boutique qui nous a soutenus, elle a un des tableaux originaux pour la remercier, qui a soutenu le projet depuis le début. Donc voilà, on est parti sur ça. Et puis, mais sauf qu'on n'avait pas du tout la réalité de l'économie. Moi, le premier mois, j'ai vendu 23 boîtes, je crois. Et sauf qu'après, je ne savais pas ce qui allait se passer. Et finalement, on a été invité à Educaflip. Et Educaflip appartenait. Ouais. Voilà. On n'a pas été invité à Educaflip la première année, on a été invité à Partenay pour exposer à la Chapelle. Et on a rencontré le jury d'Educaflip un soir. Donc voilà, et on a mangé avec eux et un des membres du jury voulait qu'on leur fasse découvrir Feeling. Et ils ont mis plein d'articles dessus. Après, on s'est rendu compte que des gens du monde du jeu, que moi je ne connaissais pas, Mops avait fait des articles, Ludovox a fait un article, alors que moi non plus je ne connaissais pas. Et donc il y a eu toutes ces choses-là qui fait que le jeu, du bouche à oreille, ça a augmenté et c'est devenu que les 3000 boîtes, au bout de maintenant 2 ans, il y en a plus. Oui, il y a eu quand même des salons où on a communiqué autour, que ce soit des salons de l'Éducation nationale avec Canopy où on était invité. Toi, tu as fait quand même pas mal de conférences aussi pour présenter le jeu comme outil aussi de soins ou d'éducatif, enfin, dans différents domaines, puisque finalement le jeu pouvait s'adapter à différentes façons, différents cadres de travail. Donc voilà, donc, ce qu'on avait de plus en plus, c'est que les gens le voulaient plus pour le professionnel, le voulaient pour le personnel. Donc ça commençait au début par des professionnels qui l'emmenaient chez eux. Et de plus en plus, il y avait des familles qui appelaient les 2-3 boutiques qui nous soutenaient et dit ouais mais je suis pas professionnel, est-ce que je peux l'avoir? Alors en plus le prix était important parce que pour une fois on rémunérait des auteurs ou des illustrateurs au-delà de ce qui était le monde habituel que je ne connaissais pas du tout. Donc voilà. Au bout d'une année, en fait, on avait de plus en plus de demandes de boutiques de jeux spécifiques, de jeux tout public qui commençaient à nous demander des boîtes de jeux. Donc là, par rapport à notre but initial qui était juste de toucher les circuits professionnels, on commençait à se poser des questions. Et heureusement, à Cannes, au festival de cette année, en 2017, donc le jeu est tombé entre les mains de différentes personnes, dont Thibaut Quintance de Acting Games et Johan de BlackRock, qui ont vraiment eu un coup de cœur et qui se sont dit que ce jeu-là, il faut vraiment le mettre à la disposition de tout le monde. Donc je te laisse peut-être parler de... C'est ce que nous disaient les premières boutiques. Mais moi j'avais un peu peur aussi parce qu'on sacralise beaucoup les jeux dans notre monde professionnel et donc on se dit peut-être pas tout de suite au niveau du grand public et finalement on s'est rendu compte que oui, c'est un jeu. Donc le jeu, par exemple moi Dixit qui est un jeu populaire, connu, moi je l'utilise en thérapie. Et c'est comme Feeling, c'est pas un jeu thérapeutique, c'est qu'est-ce qu'on en fait du jeu qui devient éducatif, thérapeutique ou relationnel. C'est avant tout un jeu et après on va dire que la dimension thérapeutique ou éducative elle vient en surplus. Mais c'est lié au positionnement de l'adulte, à la réflexion du cadre du groupe, voilà.
Et donc, ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est dans les semaines des droits de l'enfant et tout, on était invités. Donc ça, c'était du public lambda. Et de plus en plus, au départ, des mamans venaient avec leurs enfants et après, des familles venaient jouer et arrivaient à discuter de nœuds, je dirais, où il y avait des petits soucis de communication. Je pense que une maman qui m'a beaucoup marqué avec sa petite fille, c'était une situation, vous ne pouvez pas avoir de chien parce que vos parents en ont peur. Et cette maman me regarde et dit « Oh, c'est tombé dessus ». Donc c'était vraiment pile poil dedans. Et donc la petite fille joue et elle met comme émotion « Je suis triste ». Elle dit « Moi je suis triste pour cette maman parce que elle y peut rien de pas avoir peur, d'avoir peur des chiens et donc ça va être très dur, je voudrais pas être à sa place ». Et la maman a dit ben moi je serai en colère dans cette situation parce que moi j'y peux rien que mes parents ont peur des chiens. Et donc parce qu'ils ont peur des chiens, je ne pourrais pas avoir de chien, ben, je suis très en colère. Et donc ce qui était intéressant, c'est que chacune a pu voir ce que ressentait l'autre. Et donc elle n'a pas acheté de chien la maman après, mais par contre elle a pu montrer à sa fille qu'elle entendait cette souffrance et la maman a pu entendre que sa fille se mettait à sa place. Et c'est ce côté-là qui m'intéresse. Et du coup, moi ce que je pense, c'est, enfin, je pense à Dixit forcément. Parce que c'est quand même un jeu aussi où on doit rentrer dans le cerveau de l'autre quelque part. Et comment ça se fait? C'est quand même une aventure extraordinaire aussi, Dixit. Ça fait maintenant presque 10 ans. Ouais, il y a la 8e extension qui arrive là maintenant. Du coup, toi, tu as vécu l'aventure Dixit complètement folle. Et comment ça se fait que tu t'es pas dit, mais c'est une évidence quelque part que Feelings puisse avoir finalement le même genre de parcours? En fait, c'est venu doucement au départ. Dixit, c'est vrai qu'il a été créé aussi au départ comme un jeu familial, un jeu entre amis. Et assez rapidement, je l'ai utilisé dans une structure de soins. Donc, on a vu avec Régis, donc, quand il a commencé à créer Libellude, que c'était un jeu comme ça à double possibilité. Et pour Feelings, on pensait un petit peu la même chose, sauf que effectivement, au niveau des éditeurs de jeux, c'est vrai que ça représentait trop peu de boîtes à éditer. Il y a 3 ans, les émotions. Maintenant, il y a eu vice versa. C'est beaucoup plus médiatisé, les émotions. D'ailleurs, on entend parler, on vit que grâce aux émotions. L'humanité existe que grâce aux émotions. Il y a beaucoup d'articles qui sortent sur ça. Il y a 3 ans, si on regarde bien en arrière, les émotions, ça faisait un peu peur. En fait, il s'est passé ce qui s'est passé exactement pour Dixit, c'est-à-dire qu'on s'est adressé à des éditeurs qui nous ont dit ce jeu est intéressant, mais on ne va pas l'éditer parce que il y a une peur, je pense, des choses de la nouveauté, et c'est ce qui s'était passé déjà pour Dixit à l'époque. Donc voilà, moi j'ai revécu un peu la même chose, et du coup la même chose, c'est-à-dire obligé de créer notre propre maison de jeu, quoi. Enfin, c'est Vincent, en l'occurrence, qui a créé... Sachant que ce n'était pas mon poste à temps plein parce que j'étais formateur, j'avais mon métier à temps plein, donc à un moment, donc c'était débordé. Enfin, j'étais débordé, c'est pour ça que l'année dernière, j'ai dit stop, je dis je finis les 3000 boîtes et j'arrête. Donc j'ai commencé à annoncer que j'arrêtais et c'est là où la chance de rencontrer Thibaut et les valeurs de Thibaut. L'histoire de Thibaut, pour ceux qui ne connaissent pas, avec ce tour du monde pendant 2 ans et 2 mois, à rencontrer des peuples avec ses 25 jeux, donc ça m'a beaucoup plu. Il a voulu respecter toute l'éthique du projet au départ, donc garder franc, garder le même noyau. Ça veut dire que rien ne se décidait sans nous au niveau des situations, au niveau des émotions, au niveau de la philosophie du jeu. Donc ça, c'était énorme. C'était quelqu'un qui accepte de ne pas bouger le fond et qui s'adaptait à la forme. Donc, il a adapté aussi le jeu au grand public de maintenant. Il a cette qualité-là que moi je n'ai pas, c'est qu'il a cette connaissance, BlackRock a cette connaissance, et ce qui fait qu'il a pu modifier, et nous on a pu aussi servir d'expérience pour modifier certaines cartes situation qui n'étaient pas adaptées, parce qu'on en a recréé de nouvelles. Ce n'est pas les mêmes situations que vous avez dans la première. Il y en a qui ont été reprises, mais on en a créé au moins 40% de nouvelles situations. J'imagine que vous êtes super content maintenant de voir le jeu qui sort comme ça à l'international. Alors oui, déjà c'est très impressionnant d'être ici. Après, ce qui est très impressionnant de voir, par exemple tout à l'heure, on jouait avec des Allemands qui voulaient la version allemande. Nous, elle n'est pas encore sortie, donc on joue en anglais et ils sont restés après que je sois parti à jouer encore en anglais comme ça. C'est vraiment super extraordinaire. Ou tout à l'heure, il y avait un monsieur je pense un religieux en tout cas qui venait d'Italie, on voyait avec l'uniforme classique et qui s'intéressait beaucoup. Il demandait quand il sort en Italie. Moi, je ne peux pas lui répondre, mais on voyait c'est différent des parents, des enfants, des professions différentes, et c'est ce côté-là. Ce qu'on a connu avec la première version où elle est utilisée donc dans des familles, dans des écoles, dans des prisons, dans des maisons de retraite, en team building, donc en management d'entreprise, parce que dans la première version, on pouvait recréer ses propres situations sur le site internet. Donc voilà, il y avait, voilà. C'est une aventure qui continue.
Alors pour lui, c'est une première aventure et pour moi, j'ai vraiment l'impression de revivre ce qui s'est passé pour Dixit, mais parce que Dixit, c'était l'imaginaire, c'était vraiment quelque chose d'universel. Et là, les émotions, c'est vrai que c'est pareil. C'est ce qui fait l'humanité, c'est ce qui fait que cette universalité aussi. Et du coup, on se rend compte que les gens, ils sont quand même ils sont intéressés. Voilà, C'est vraiment un jeu qui est hors de tout ce qu'on voit d'habitude, un peu comme Dixit, effectivement, il y a presque 10 ans. Il y a 2 jours, il y a quelqu'un qui a posté sur notre forum qui a écrit que c'était un jeu qui pouvait changer le monde pas à pas. Voilà, si tout le monde, dans toutes les classes, il y avait ce jeu-là, on pouvait changer petit à petit les choses. Que c'était un vaccin contre le handicap émotionnel. Voilà, c'était ça la formule. Alors je voulais vous demander, est-ce que vous pensez qu'on peut changer le monde avec les jeux ? Alors je pense qu'on peut changer le monde avec les jeux, comme tout a été objet de médiation, avec la répétition et la bienveillance. C'est-à-dire que Feeling, c'est génial d'être à Essen, mais on est plus à l'aise dans un petit coin intimiste pour jouer à Feeling. Voilà. Mais il faut ce côté répétition où chacun puisse s'exprimer. Voilà, c'est tout objet de médiation. On peut pas, c'est pas l'objet qui est miraculeux. Ça veut dire qu'il va falloir que chacun donne de soi. Pour moi. Moi, je pense que toute personne peut changer le monde déjà à partir de soi. Ouais, mais on ne peut rien faire sans l'autre de toute façon. Donc voilà, le jeu, c'est vraiment ce qui est l'essence du jeu, c'est que c'est soi et l'autre, quoi. Donc c'est ce que je disais à des ados quand je faisais des groupes, c'est-à-dire pour me construire, j'ai besoin un peu de vous, un peu de Jean-Louis. Bon, par contre, ce que dit monsieur là, aujourd'hui, j'en ai pas besoin, mais peut-être qu'à un moment, j'en aurai besoin. On ne se construit pas tout seul, on comprend des petits bouts de chacun pour construire sa propre identité. Merci beaucoup, messieurs. Je pense qu'on a donné envie à ceux qui ne connaissent pas d'aller voir ce que c'était de plus près que ce jeu extraordinaire qui est Feelings. Je vous souhaite un bon salon, parce que là c'est tout le début, alors voilà. Bonne fin de journée et à très bientôt sur Ludovox.